Bien voilà, il est tout juste midi. Je vous propose de commencer notre webinaire consacré à un spécial saisonnier pour bien, nous dire comment les entreprises peuvent rendre plus attractifs les emplois saisonniers, comment elles peuvent essayer de mettre en place des partenariats pour les héberger à proximité de l'entreprise. Je suis Franck Parnaudot, bonjour à tous et toutes. J'anime ce midi de l'emploi et de la formation pour le compte de la FRSEA des Pays de la Loire, qui est partenaire dans ce webinaire avec les autres organisations d'employeurs, le MEDEF, la CPME, l'UDP et l'UDES, et nous avons, durant ces webinaires, le concours également précieux et indispensable des autorités publiques, si je puis dire, des services de l'État, de la DRETS, de la préfecture de Pôle emploi et le partenariat indispensable aussi du CARIFOREF qui nous permet de pouvoir tenir ce webinaire aujourd'hui à la fois sur le plan technique et qui nous permettra aussi de pouvoir le revoir sur son site à l'issue de la réunion. Nous essayons en 30 minutes de vous orienter au mieux pour répondre à vos besoins de chef d'entreprise. Sur l'emploi de vos collaborateurs, nous nous retrouverons, notons d'ores et déjà que nous nous retrouverons le mois prochain, le 23 juin à midi. Notre séquence d'aujourd'hui est un spécial saisonnier. Je le disais, nous aurons 3 temps durant ce midi. Quelques données repères pour savoir de quoi nous parlons. Julien Auret, de la direction régionale de Pôle emploi, nous présentera ces quelques données. Dans un deuxième temps, comment attirer les salariés vers des emplois de courte durée et pourquoi pas faire en sorte que les personnes recrutés reviennent la saison suivante. Léa Davy et Christophe Defoy, représentant l'entreprise La Choltaise Horticulture, nous diront ce qu'ils ont mis en place à cette fin. Ensuite, comment loger ces salariés en grand nombre durant une courte période, double gageur pour l'employeur, et il lui faut trouver beaucoup de logements disponibles et pour une courte période, autant dire que le marché du logement répondra mal à son souci, a fortiori dans notre région où il est déjà difficile de trouver des logements pour recruter ces salariés permanents. Rose Laurence Pichon, représentant l'Union des associations de tourisme des Pays de la Loire, nous fera part des solutions existantes avec mises en place par son organisation avec les collectivités publiques. Nous aurons aussi, durant ces 30 minutes, répondu aux questions que susciteront ces différentes interventions. Je vous propose, pour le bon déroulement de notre webinaire, de couper vos micros et en revanche, de prendre vos claviers pour nous poser des questions, pour nous poser toutes les questions que susciteront ces développements sur le chat. Notre séquence est enregistrée. Donc, si vous ne souhaitez pas que votre image soit diffusée, il vous suffit de couper votre caméra votre image n'apparaîtra pas dans l'enregistrement, encore une fois disponible sur le site du CARIFOREF au terme de ce webinaire. Je vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je me retourne vers Julien Auret. Vous êtes chargé d'études statistiques à la Direction régionale de Pôle emploi. Quels sont les projets de recrutement des salariés saisonniers dans notre région et dans quel secteur d'activité? Eh ben, bonjour à tous, donc je vais vous présenter les quelques slides donc, qui va concerner l'enquête BMO, donc besoin en main d'œuvre, donc c'est la version 2023. Alors je vais peut-être essayer de prendre le contrôle pour pouvoir passer les slides. Si vous voulez. Ouais.
Donc cette enquête, donc c'est une enquête annuelle qui est menée par Pôle Emploi, qui existe depuis 2002 si je ne me trompe pas. Et cette enquête a pour objectif donc de mesurer donc les intentions d'embauche des établissements, également d'évaluer les difficultés de recrutement et d'indiquer la saisonnalité des recrutements. Donc c'est ce qui va nous intéresser. Un autre objectif, c'est aussi d'apporter un éclairage sur le marché du travail auprès des acteurs de l'emploi et des formations. Donc pour cette version 2023, un questionnaire a été envoyé chez environ 100 000 entreprises et on a eu un peu plus de 21 000 répondants. Et donc, ce qui ressort de cette enquête, donc, je l'ai synthétisé en quatre chiffres clés. Le premier, c'est qu'il y a près de 4 établissements sur 10 de la région, donc tous secteurs confondus, qui projettent de recruter en 2023. Donc c'est nettement plus qu'en 2016 où ils étaient que 22%. Ces projets de recrutement s'élèvent à un peu plus de 200 000. Donc on le verra sur la slide suivante, mais c'est quelque chose qui est comparable depuis quelques années. Ce qui est intéressant à identifier, c'est la hausse des projets d'embauche pérennes, qui est de 4,9% par rapport au résultat de l'étude 2022. Et le dernier chiffre qui est aussi très intéressant, c'est qu'il y a à peu près 69% des projets de recrutement qui sont jugés difficiles par les entreprises. Donc voilà les 4 grands chiffres de cette étude. Et donc si on se focalise un petit peu sur l'aspect saisonnier, donc ça va être sur la slide suivante. Donc là, ça reste encore tous les projets de recrutement ou intention d'embauche, donc l'évolution au cours des 9-10 dernières années. Donc on voit que depuis 2020, il y a une sorte de palier, mais qui est à un très haut niveau, qui tourne autour des 200-210 000 de projets. Donc on peut observer une certaine stabilité de ce nombre. Mais quand on regarde les évolutions des projets de recrutement pérennes et saisonniers, on s'aperçoit que les tendances sont diamétralement opposées, où on s'aperçoit que les recrutements pérennes ont plutôt tendance à augmenter d'année en année. Donc par exemple, ils augmentent de près de 5% entre 2023 et 2022. Alors que la tendance des projets saisonniers, de recrutement saisonnier, a plutôt la tendance inverse, donc tendance baissière, avec une hausse assez marquée entre 2023 et 2022 de l'ordre de 15%. Donc, ce qui fait qu'au final, la part des projets saisonniers dans l'ensemble des projets de recrutement, cette année, tourne aux alentours de 29%, si on arrondit, soit une baisse d'environ 5 points en un an. Après, tous les secteurs qui utilisent du coup ces postes saisonniers sont impactés. En quelques exemples, là, c'est en bas de la slide. Donc, il y a l'agriculture qui baisse de 6,7 points en un an. L'hébergement et restauration est également assez impacté, tout comme l'industrie agroalimentaire qui baisse de quasiment 2 points en un an. Une des hypothèses qui explique ces tendances assez distinctes, on peut penser que les entreprises cherchent à fidéliser, donc tendance à proposer plus facilement un CDI. Donc c'est une des hypothèses. Après, vous me direz si vous en avez d'autres. Mais voilà, c'est les entreprises cherchent à vraiment garder leur personnel et donc a tendance à potentiellement proposer plus de CDI. La slide suivante, c'est juste la part de ces projets saisonniers par bassin d'emploi et plus globalement par département. Donc on s'aperçoit qu'il y a quand même une certaine variabilité entre les départements avec des taux qui approchent les 40% en Vendée avec 37,6 et le Maine-et-Loire qui est à quasiment 34. Donc ça peut s'expliquer par deux approches. La première, pour tout ce qui est Vendée et le littoral atlantique en général, donc c'est tout ce qui est lié au tourisme estival, on va dire.
Et on s'aperçoit aussi qu'il y a des bassins pour lesquels les proportions sont assez élevées, comme dans le Saumurois, où c'est plus tout ce qui est maraîchage, agriculture et arbres fruitiers qui doivent générer des projets saisonniers. Et ma dernière slide, voilà, donc c'est la suivante. Donc c'est les métiers les plus recherchés sur la région. Donc si on regarde, donc les plus recherchés sont en bas du graphique. Donc si on regarde les 4 métiers les plus recherchés, on s'aperçoit que tout ce qui gravite autour de l'agriculture est bien placé avec agriculteurs salariés, ouvriers agricoles, viticulteurs, arboriculteurs. Et si on regarde ces 4 métiers les plus recherchés, on s'aperçoit que la part des projets saisonniers représente plus de 50% des projets de recrutement. Donc une part non négligeable sur ces 4 métiers des recrutements ou des projets de recrutement saisonniers en tout cas. Voilà, après je ne sais pas si vous avez des questions ou si les questions seront abordées après. Voilà, à l'issue des présentations. Merci beaucoup, Monsieur Auret, pour ces repères. Ces données sont extrêmement riches et appelleront d'autres développements peut-être. Constatons aujourd'hui que l'emploi saisonnier n'est pas un phénomène mineur de notre région et il représente un projet de recrutement sur 4 en moyenne, bien entendu, et bien entendu également, c'est bien davantage qu'un projet de recrutement sur 4 dans les secteurs d'activité qui enfin, disons, on pourrait dire ça comme ça, dont la nature de l'activité conduit à un accroissement saisonnier de travail. C'est le cas de l'agriculture. Léa, David et Christophe Defoy, merci de nous avoir rejoints. Vous représentez l'entreprise Scholtez Horticulture. La Scholtez Horticulture est située à la Séguinière, dans l'agglomération Scholtez. Pourriez-vous nous décrire votre entreprise, sa production et sa commercialisation, les femmes et les hommes qui la composent, en commençant par vous-même? Vous nous direz ensuite ce que vous avez mis en place pour recruter et accueillir les salariés saisonniers. Oui, alors bonjour à tous. Donc nous on représente la Scholtez Horticulture. Donc moi c'est Christophe Defoy, je suis donc responsable de la production et de l'organisation du personnel. Et Léa, chargée des ressources humaines sur l'entreprise. Donc oui, comme vous le disiez, nous sommes situés tout à côté de Cholet. Notre activité, donc, nous sommes producteurs de plantes à massif et de plants potagers donc pour amateurs et à destination des jardineries. L'entreprise est composée de 41 salariés permanents et nous avons 2 saisons. Donc, la première qui est donc actuellement pour le printemps et puis la deuxième pour la Toussaint avec les chrysanthèmes. Au printemps, on emploie 60 salariés et puis à peu près la moitié donc pour la Toussaint. Donc nos clients, donc des jardineries, on a remarqué qu'il y avait donc une évolution au niveau du commerce, puisque nos clients nous commandent beaucoup de petites quantités aujourd'hui, contrairement à il y a quelques années. En fait, ils essaient de faire un rôle c'est un chariot donc, sur lequel on expédie nos marchandises. Ils essaient de faire des rôles complets avec un petit peu de tout dessus. Donc ça nous prend beaucoup de temps dans l'activité des commandes. Plus de temps, donc de plus en plus de saisonniers à recruter. Et en même temps, on est sur du 24 heures, donc les clients commandent le jour pour être livrés le lendemain. Il y a une réactivité importante à avoir. Voilà. Très légal. Du coup, sur notre recrutement, on a remarqué que le comportement, en tout cas des demandeurs d'emploi, avait changé. Avant la période du Covid, on avait tendance à avoir beaucoup de candidatures et c'était plus à nous de choisir, entre guillemets, qui pouvait rentrer pour la saison.
Aujourd'hui, c'est plus l'inverse. On a très peu de candidatures et c'est les candidats qui choisissent où ils veulent aller travailler. Donc, après ça, on a mis en place des portes ouvertes en début de saison qui nous permettent de faire connaître l'entreprise et notre métier et de permettre du coup aux candidats de savoir aussi où est-ce qu'ils vont arriver pour la saison et dans quelles conditions ils vont pouvoir travailler sur l'entreprise. Donc, on fait ça en vendredi et en samedi, début mars, donc c'est au début de notre saison. C'est plus pertinent généralement le vendredi que le samedi, étant donné aussi qu'on cherche du personnel qui est disponible pour 2 mois. Généralement, les gens ne sont pas en poste. On essaye de communiquer donc, autour de la presse locale, les réseaux sociaux. On essaye de diversifier au maximum pour que l'information passe le plus possible auprès de tous les publics. Et donc, on recommence chaque année, parce que ça nous permet quand même de recruter, on disait à peu près 25% de nos saisonniers pour la saison. Et ça permet aussi de faire connaître l'entreprise, les métiers de l'horticulture, qui sont très peu connus, en tout cas dans la région du Choletais. Donc voilà, et sur ces portes ouvertes, en fait, ils ont une première présentation de l'entreprise avec donc un diapo. Ensuite, on fait un petit tour d'exploitation pour qu'ils se rendent compte des terres, des conditions, de comment on travaille. Et après, on refait le point en individuel avec chaque personne pour savoir ce qu'on a pensé du coup de la visite. Voilà. Je fais ce qu'on explique. Alors après, donc on essaie de montrer que voilà, quand on a recruté, on essaie de montrer aux salariés saisonniers que voilà, ils sont bien introduits sur l'entreprise. Donc 8 jours avant leur embauche, ils reçoivent par mail donc un livret d'accueil avec pas mal d'informations donc décrites dans ce livret sur l'entreprise. Il y a les horaires qui sont précisés, l'organisation de l'entreprise et puis le règlement intérieur. Lors de leur embauche aussi, donc on les fait venir une demi-heure plus tard que l'embauche classique, de façon à ce qu'ils soient, disons, pas perdus donc, dans le groupe de salariés. Voilà, on essaie de les intégrer au mieux à ce niveau-là. Quand ils arrivent, donc, voilà, il y a la présentation de l'entreprise, on règle quelques petits détails, on leur donne leur badge pour qu'ils se déclarent sur l'entreprise. Ceux qui ont besoin donc reçoivent des chaussures de sécurité puisque c'est obligatoire sur l'entreprise. Ensuite, moi, je les emmène dans le secteur de production où ils sont affectés pour la saison. Donc, je les accompagne et je les présente au responsable du secteur qui, lui, va les prendre en charge pour présenter son secteur et le reste de l'équipe. Donc, à ce niveau-là, ils sont quand même bien accueillis. Moi, ensuite, souvent, je repasse voilà, dans les différents secteurs de serre pour voir si tout se passe bien. Voilà, je repasse dans la journée. Ça a le côté un petit peu plus, un petit peu rassurant pour eux. Et puis, dernier lieu, donc il y a une réunion qui est organisée donc le mercredi qui suit leur embauche. Une réunion qui est basée plus sur la santé et la sécurité au travail, puisqu'on a quelques règles dans l'entreprise par rapport à ça. Donc, ils reçoivent toutes ces informations sur ce sujet. On a souhaité le faire quelques jours plus tard, qui suit leur embauche, pour éviter de leur envoyer voilà, une masse d'infos qui sera trop importante. Et en même temps, ils ont déjà quelques jours passés sur l'entreprise, quelques jours de recul pour pouvoir avoir un petit peu plus d'échanges. Voilà. Et du coup, donc, un coup qu'ils sont intégrés
pour leur première semaine. En cours de saison, chaque mois, on affiche les anniversaires du mois sur l'entreprise, donc les saisonniers font aussi partie de cet affichage. Et donc, après la saison se passe, donc Christophe, toi, tu passes au moins une fois par jour dans chaque secteur, voir comment ça se déroule. Et donc, quand on arrive à la fin de la saison, chaque saisonnier doit repasser au bureau pour du coup rendre le badge, rendre les clôtures. On fait un point avec lui sur sa saison, comment ça s'est passé. Et également, au moment de lui rendre les papiers de fin de contrat, il reçoit un questionnaire en ligne qui nous permet de savoir, d'avoir un retour plutôt à froid sur comment s'est déroulée sa saison, son accueil sur l'entreprise et s'il y a des améliorations à apporter dans l'accueil. Donc ça nous permet d'avoir un retour et du coup d'améliorer chaque année l'accueil des saisonniers sur l'entreprise. Voilà. Et donc on avait noté aussi que donc, via notre accord, on a l'accès au ticket restaurant qui est proposé aussi aux saisonniers. Alors, nous, on ne le promeut pas dans le cadre du recrutement, mais c'est quelque chose qui est toujours bien apprécié quand on leur en parle. Et également, la plupart des CDI qui rentrent sur l'entreprise ont débuté par des saisons. Ça permet de voir l'activité de l'entreprise sur une année, de bien se rendre compte du flux de commandes et des variations de saison avant de rentrer à temps plein sur l'entreprise. Ouais. Donc malgré tout ça, on a quand même quelques pistes de travail à venir. Déjà, on se rend compte qu'il y a une évolution depuis quelques années au niveau plus comportemental. J'ai l'exemple, par exemple, du téléphone portable. Au départ, on interdisait le téléphone portable, puisque on trouvait que c'était pas forcément utile au travail. Tous les ans, on se rend compte que c'est de plus en plus compliqué, donc on a de plus en plus de mal à les priver de leur téléphone. Donc il y aura sûrement une réelle discussion envisagée par rapport à ça. Et puis, autre point important, c'est par rapport à la mobilité. On a tous les ans aussi des candidats qui ont des soucis par rapport au transport, qui n'ont pas forcément leur propre moyen de transport. Et nous, étant proches de Cholet, on n'est pas encore, assez desservis pour faire venir les gens de Cholet jusqu'à l'entreprise, même s'il y a 10 minutes de route. On n'est pas assez desservis par rapport à ça. Donc, à voir si dans les années futures, il pourrait y avoir des améliorations à ce niveau-là. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup, Léa, pour ces témoignages. Je pense que tout ce que vous venez de nous dire permettra, en tout cas inspirera pour pouvoir recruter plus sereinement. Je crois qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé donc sans nier les difficultés que vous avez pointées, vous êtes arrivé à pouvoir recruter sereinement. Recruter sereinement des salariés habitants dans la même agglomération que l'entreprise, ça n'est pas forcément simple. Et c'est évidemment bien davantage compliqué lorsque les salariés ne résident pas, n'habitent pas autour de l'entreprise, pas dans la même agglomération, viennent de loin. Rose Laurence Pichon, vous êtes déléguée régionale de l'Union des associations de tourisme des Pays de la Loire, association regroupant elle-même des entreprises du tourisme social et solidaire. Et en cette qualité, vous avez un regard aiguisé sur les solutions mises en œuvre par vos entreprises membres pour loger hors les locaux, les salariés, pour loger, à proximité
de leur activité, les salariés saisonniers. Pouvez-vous nous présenter les solutions que vous avez rencontrées, que vous avez mises en place ou que vous connaissez par ailleurs? Oui, bonjour à tous. Donc, je vais vous faire écho de 3 dispositifs pour aider au logement saisonnier. Donc, de l'hébergement temporaire chez l'habitant, la mise à disposition d'internats ou de résidences et bien entendu le soutien des collectivités à la création de logements. Alors oui, j'ai pas rappelé, je vais le faire rapidement. Nous, au niveau de l'UNAT, effectivement, on est une tête de réseau du tourisme social et solidaire. On regroupe une quarantaine d'associations membres qui sont en grande partie des centres d'hébergement. On a plus de 170 structures réparties sur la région des Pays de la Loire. Donc, en grande majorité, des villages vacances et des centres de vacances pour enfants. Donc, effectivement, la question de l'emploi saisonnier du logement est prédominante dans le réseau, notamment sur la question des postes d'animation, hein, qui sont assez conséquents sur l'été. Même si nous, au niveau du réseau, on a quand même des centres qui ont des grosses capacités d'hébergement, donc qui peuvent quand même en héberger un certain nombre. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où on ne peut plus accueillir tous les saisonniers sur place. Donc c'est soit on réquisitionne d'une certaine manière certaines chambres et on dit on n'accueille pas de touristes ici, mais on loge nos saisonniers sur place. Ou alors on peut, je sais qu'il y a certaines structures qui vont louer des meublés à l'extérieur et les refacturer pour moitié à leurs saisonniers. Bon, voilà, ça, c'est des initiatives qu'il y a dans le réseau. Moi, l'idée ici, c'était de vous présenter plus généralement ce qui pouvait se faire en lien avec les collectivités. Donc, concernant l'hébergement temporaire chez l'habitant, l'idée ici, c'est de dire qu'on peut avoir des résidents qui ont une chambre, un logement qui est disponible et qui peuvent mettre à disposition d'employés saisonniers. Donc, les collectivités se lancent de plus en plus là-dedans. La Baule, notamment, le fait depuis plusieurs années. Donc là, la collectivité joue bien le rôle de médiateur et de facilitateur entre l'employé saisonnier, les propriétaires et les employeurs. Donc, ça existe sur la Baule. Là, je donne quelques exemples. Il faut aller voir sur d'autres communes. La Baule et aussi l'agglomération de Pornic. Et on a aussi, d'une manière générale, sur la région, donc le dispositif, donc hébergement temporaire chez l'habitant pour les jeunes. Donc là, c'est soutenu par la région et l'Urage. Donc là, on est vraiment pour les 15-30 ans qui sont dans le cadre soit d'un stage, d'un contrat d'apprentissage, mais aussi d'emploi saisonnier. Donc là, on est vraiment sur une nuitée qui est plafonnée, vous voyez les montants à 15 €, 270 € par mois maximum. Donc ça se développe de plus en plus sur la carte. Bon, on voit qu'il y a encore des départements qui sont pas encore dans le dispositif. Mais c'est toujours le même principe, c'est vraiment de la mise en relation entre généralement une association Habitat Jeune locale, une collectivité et les propriétaires de logements. On va passer à la suite. Autre possibilité, la mise à disposition d'internats ou de résidences. Donc quelques exemples en Vendée. Alors je suis désolée, c'est très littoral aussi, hein, mais bon, la demande est très conséquente sur le littoral. Donc, on a par exemple sur l'agglomération des Sables-d'Olonne l'utilisation possible des internats des lycées de Tabarly et Valère-Maté, donc en partenariat avec la région. Donc là, on a quand même 150 chambres qui sont disponibles durant l'été. Là encore, à des tarifs qui restent intéressants. Sur l'île de Noirmoutier, on a le Centre des Lutins, donc, qui est géré par la Ligue de l'enseignement, la FOL 85, qui est d'ailleurs adhérent du réseau UNAT. Donc là aussi, un certain nombre de lits mis à disposition de saisonniers sur l'île. Et à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est la MFR.
maison familiale rurale, qui a ouvert son nouvel internat aux saisonniers. Donc là, il y a une 50aine de chambres qui sont disponibles. Et là, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que le contrat n'est pas signé avec le saisonnier, mais avec l'employeur. Autre dispositif, une colocation pour les jeunes. Donc là, c'est une expérimentation qui est menée avec le bailleur social Vendée Habitat, qui va mettre à disposition, en fait, sur une résidence, un appartement qui pourra accueillir, voilà, trois personnes, exclusivement des jeunes actifs en insertion, en apprenti ou CDD. On a aussi des nouvelles créations de logements. Donc là encore, souvent des partenariats entre collectivités, bailleurs sociaux. Donc là, je vous en ai noté 3. Toujours sur la Baule, on a la réutilisation de l'ancien camping municipal. Donc là, ça a été réaménagé en logement saisonnier, avec voilà, des loyers fixés, voilà, avec des charges comprises. On a un gros projet aussi à Chambéry, c'est au sud de Cholet, avec l'installation de maisons temporaires qui seraient louées pour 1 an. L'idée, c'est que ce soit vraiment des maisons modulables et qui soient déplaçables aussi, qui puissent être remontées sur un autre terrain. Donc là, l'idée, c'est que la collectivité met à disposition le terrain. Et de la même manière, sur Challengois Communauté, on a un projet de 20 hébergements temporaires et déplaçables pour des personnes qui seraient là sur une courte à moyenne durée. Donc, ça peut être de saisonniers, mais pas que. Ça peut être des nouveaux arrivants qui, en attendant de trouver un hébergement plus longue durée, s'installent ici. Et là, l'idée, là encore, c'est que la mise en location se fasse auprès de l'employeur, qui ensuite sous-louerait à ses salariés. Autre projet, on a voilà, des anciens bâtiments qui sont voilà, en projet de rénovation pour la création de logements saisonniers, à Bouin notamment et à la Faute-sur-Mer. Et je voulais aussi préciser que qu'il peut y avoir des aides. Alors, des aides à la création de logements. Là, au Croisic, par exemple, un restaurateur a carrément fait construire des logements en zone artisanale grâce à la modification du PLU de la commune. Et certaines collectivités donnent même des aides financières pour la création de logements saisonniers. Donc ça, c'est intéressant. Ça existe donc sur le département de la Vendée, et aussi en cumulable avec certaines aides des communautés de communes, comme Océan Marais-de-Mont, par exemple. Donc, tout ça pour vous dire que si vous avez des problématiques de logement saisonnier, le premier interlocuteur, effectivement, c'est la communauté de communes. Il peut y avoir des dispositifs de mise en place. Au Sable d'Olonne, par exemple, ils ont mis en place ce qu'ils appellent le plan louer l'été, qui est un système de guichet unique, voilà, qui propose aux employeurs un accompagnement personnalisé pour la recherche de logement, avec des logements conventionnés, des démarches administratives simplifiées. Je vous invite aussi à aller voir ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'Urage Pays de la Loire, qui recense dispositif des temporaires chez l'habitant, avec un certain nombre de contacts d'habitants. Et particulièrement sur la Vendée, on a aussi l'association Escale Ouest, qui est aussi qui apporte de l'aide dans la recherche de logement saisonnier. Voilà pour les informations que je pouvais vous transmettre. Vous n'avez plus votre micro. Oui, merci beaucoup, Madame Pichon. Merci aussi pour votre alerte sur mon micro. Je voulais souligner que voilà, ce qui est en place dans les territoires que vous nous décrivez peut inspirer plusieurs entreprises concernées par le même problème de logement saisonnier dans un même temps et dans un même lieu.
Et le sentiment qui est le mien au travers du témoignage que vous nous fournissez, c'est que regroupés, on pèse davantage auprès des collectivités publiques. Et donc, je vais à chacun des représentants d'entreprises aujourd'hui rassemblés, je précise que vos organisations professionnelles, j'en suis certain, vous accompagneront dans la conduite de projets analogues à ceux que nous a décrits Madame Pichon. Euh, je crois que nous avons une ou deux questions qui ont été posées sur le chat. La première concernait l'entreprise La Choltaise Horticulture, et je crois que Léa Davy a répondu à la question. La deuxième vous concerne, je crois, Madame Pichon. Elle a trait à des conditions de revenus des salariés. Est-ce que vous avez, est-ce que donc concrètement, dès lors que les dispositifs sont gérés collectivement, ils impliquent des conditions d'accès sous conditions de revenus pour les salariés? Avez-vous un retour d'expérience sur ce point? Alors là, comme ça, je ne vais pas avoir l'information. Je n'ai pas connaissance qu'il y ait des conditions de revenus. En tout cas, vu la pression qu'il y a aujourd'hui sur le logement, je pense que s'il y en a, il va peut-être falloir les supprimer. Mais ça, je peux me renseigner et pousser un petit peu plus et je peux vous transmettre l'information. S'agissant, en quoi qu'il en soit, des aides accordées sur ces questions de logement, on a Action Logement qui recense sur son site, avec les adresses que vous voyez ici à l'écran, pour tous les secteurs d'activité, ce qui peut être comment dire, accordé soit à l'entreprise, soit au salarié lui-même. Et puis, il y a une aide particulière pour les saisonniers de l'agriculture à l'adresse complémentaire que vous voyez, à l'écran, et que vous retrouverez bien entendu sur l'enregistrement de ce webinaire sur le site du Cariforef. Est-ce que je ne vois pas d'autres questions, d'autres demandes de précision, d'éclairage particulier? Je vais vous remercier pour votre participation à ce webinaire. Que dire en synthèse? Peut-être que recruter des salariés saisonniers dans notre région des Pays de la Loire et les héberger, eh bien, ça reste, en tout cas, on y arrive quand un certain nombre de moyens sont déployés, on y arrive. Le témoignage que vous nous avez fourni tant du côté de la Choltaise Horticulture que du côté de l'UNAT des Pays de la Loire, nous rassure sur ce point. Bien, pouvons clore. Nous pouvons clore. Je vois des questions qui sont en train d'être écrites plutôt. Si vous, sauf si elles n'arrivent pas tout de suite, quels sont les profils des candidats saisonniers? Je pense, Léa, David, Christophe, deux fois que la question s'adresse à vous. Est-ce que vous pouvez nous répondre? Les profils, alors on a des profils complètement différents, enfin, de plus en plus d'ailleurs. Nous, on voit beaucoup de jeunes, enfin, de plus en plus de jeunes qui se déplacent en camion, et leur but en fait c'est de faire plusieurs saisons à suivre dans l'année. D'ailleurs, se déplacer en camion, ça présente aussi l'inconvénient de trouver un endroit pour stationner le camion pour la nuit en fait. Souvent, on a la question où est-ce qu'on peut mettre notre camion. Ensuite, autre profil. Quelques personnes en reconversion professionnelle Oui. qui se tournent vers l'agriculture en général ou
en tout cas les métiers plus manuels. Et puis cette année, on a eu des étrangers. Donc c'est la première année qu'on a recruté 8 personnes humaines en fait, basées sur Nantes. Ça reste compliqué avec le problème de la langue. Et puis après, le reste, on a à peu près 30% des saisonniers qui reviennent chaque année. Donc, soit qui ont des contrats qui couvrent une bonne partie de l'année sur l'entreprise, ou qui ont réussi à trouver plusieurs saisons pour avoir du travail, du coup, sur une année complète, avec différentes entreprises. Merci beaucoup. D'autres, je vois une nouvelle question qui vous demande, Léa David, Christophe Defoy, si les saisonniers en itinérance, vous acceptez la session des saisonniers en itinérance, vous acceptez l'installation des camions sur l'exploitation? On n'autorise pas l'installation sur l'entreprise tout simplement parce qu'on n'est pas habilité pour. Donc, ils ont obligation de quitter l'entreprise le soir en fin de journée de travail. Généralement, on oriente vers les campings ou les aires de stationnement de camping-car qu'il y a autour de l'entreprise. Et autrement, on leur demande de se rapprocher de l'office de tourisme ou en tout cas de la commune de Cholet pour avoir un emplacement adapté. Ok, Madame Pichon, vous nous précisez que très bien, très bien. Vous apportez une réponse à l'une des questions posées relative aux conditions de revenus en nous indiquant que il n'y a pas de conditions de revenus dont dépend le logement chez l'habitant que vous nous avez présenté tout à l'heure. Pas de questions complémentaires. Merci encore à tous pour votre participation à ce Midi de l'Emploi. Notre prochain rendez-vous est le 23 juin 2023, vendredi 23 juin 2023. Nous devrions parler des recrutements dans les quartiers prioritaires définis par les pouvoirs publics comme générant des actions particulières mobilisant l'ensemble des acteurs autour de l'emploi. Merci encore à tous. Bonne fin de journée.